Israël n'en démord pas. Benjamin Netanyahou avait fait une promesse. Tous ceux qui étaient impliqués dans le pogrom du 7 octobre ou dans les attaques contre l'État hébreu allaient le payer cher. Résultat, manque plus que Yahya Sinwar, le nouveau chef du Hamas, et c'est le bingo. Ces dernières semaines, Israël a éliminé plusieurs personnalités clés du Hamas et du Hezbollah. En soi, ces opérations ne sont pas du tout inhabituelles. Mais c'est quand même pas fréquent d'avoir réussi à éliminer autant de cibles dans un laps de temps aussi serré. C'est une véritable réussite des renseignements israéliens. Surtout que ce qui a déclenché cette vague d'attentats ciblés, c'est pas l'attaque du 7 octobre, mais une autre, celle du 28 juillet, au cours de laquelle une douzaine d'enfants et d'adolescents druzes, donc musulmans, ont été tués par un missile du Hezbollah tombé sur un terrain de foot à Majal Shams dans le Golan annexé. Cette boucherie a forcé l'état-major israélien à répliquer. Et le Hezbollah en a pris plein la gueule. Mais le véritable succès militaire israélien, c'est l'assassinat d'Ismaël Haniyeh en plein cœur de la capitale iranienne, l'ennemi juré d'Israël. Une véritable humiliation pour le régime des ayatollahs. Depuis, la diplomatie occidentale, États-Unis en tête, s'emploie à dissuader l'Iran de riposter, ce qui mènerait inévitablement à une escalade du conflit. Mais rien n'y fait. L'Iran rejette l'appel de pays occidentaux à renoncer à ses menaces contre Israël. L'Iran veut se venger, surtout de l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, qui était en visite à Téhéran, la capitale iranienne. Il avait trouvé refuge au Qatar, où Israël n'irait pas le chercher afin de ne pas violer ce sanctuaire où les négociations pour un cessez-le-feu et le retour des otages sont toujours en cours. Depuis, on a appris que ce sont des membres du corps des gardiens de la révolution islamique qui ont été recrutés par le Mossad pour dissimuler une bombe dans la chambre d'hôte où Ismaël Haniyeh avait l'habitude de séjourner. Ça veut dire que les renseignements israéliens ont réussi à infiltrer le corps d'élite le plus prestigieux de tout l'Iran. Le signal est clair, personne ne peut échapper à la justice d'Israël. Évidemment, l'Iran ne peut pas laisser passer un tel affront et menace depuis plusieurs semaines de riposter. La menace est prise au sérieux, à tel point qu'une partie de la population israélienne pense qu'il faudrait réaliser une frappe préventive contre l'Iran pour neutraliser son arsenal de missiles. Mais qu'importe qui sera le premier à frapper, le risque d'escalade est très élevé. On plongerait dans une guerre avec des répercussions mondiales. Surtout que l'Iran n'attaquera pas seul. Il peut compter sur le Hezbollah libanais, les milices chiites en Irak et les rebelles Houthis au Yémen. 6 août 2024, 19 blessés suite à une attaque de drone en Galilée occidentale. Un drone a été intercepté et d'autres ont été touchés au sud de Nahariya, blessant des civils. Et puis, même s'il est très affaibli, le Hamas a toujours la capacité de frapper Israël. Surtout que l'organisation terroriste a un nouveau chef, Yahya Sinwar, aka le boucher de Khan Younes. C'est le co-auteur de l'attentat du 7 octobre avec Mohamed Deif, qui lui a été tué dans une frappe israélienne le 13 juillet sans que le Hamas ne reconnaisse son élimination. Yahya Sinwar est la dernière cible à abattre pour finir de venger le 7 octobre. Bref, ça fait 2 semaines que le monde entier retient sa respiration, craignant la réplique iranienne qui tarde à se produire. D'où la difficulté de produire cette vidéo, sans savoir si Téhéran ou Jérusalem déclencheraient les hostilités pendant qu'on la prépare. Surtout qu'on craint une riposte d'une ampleur encore jamais vue, encore plus importante que celle d'avril. Rappelle-toi, l'Iran avait tiré 330 drones et missiles sur l'État hébreu suite à la frappe israélienne contre une annexe du consulat iranien à Damas en Syrie. Celle-ci avait tué plusieurs hauts gradés des gardiens de la révolution islamique iranienne. Et à l'époque, l'Iran ne pouvait pas ne rien faire, mais il avait bien pris soin de faire savoir à Israël et ses alliés occidentaux la nature et le moment de leur riposte, afin d'éviter un embrasement qui entraînerait inévitablement sa perte. L'armée israélienne et ses alliés ont réussi à intercepter l'immense majorité des projectiles et l'incident était considéré comme clos. Sauf que cette fois-ci,
La réponse de l'Iran ne peut pas se résumer à quelques galipettes diplomatiques et militaires. Il en va de sa crédibilité régionale en tant que puissance. C'est pour ça qu'on pense que l'attaque iranienne sera sans précédent. Israël et les États-Unis sont sur le pied de guerre, prêts à réagir. Washington a déployé d'immenses moyens militaires dans la région pour dissuader l'Iran d'attaquer et a mobilisé tout son réseau diplomatique pour calmer les ardeurs du régime islamique. Mais Israël reste étrangement silencieux. On ne peut pas s'empêcher de penser que quelque part cette guerre l'arrangerait parce qu'elle lui permettrait de s'attaquer légitimement au programme nucléaire iranien, la principale menace existentielle pour le seul État juif au monde. Et tout ça sans passer pour l'agresseur. Les États-Unis déploient des navires et des avions de combat au Moyen-Orient alors qu'Israël se prépare à une attaque contre l'Iran. Après, les provocations, elles vont dans les deux sens. Côté israélien, le ministre Itamar Ben-Gvir est allé prier sur l'esplanade des mosquées que les juifs ont le droit de visiter, mais où il leur est interdit de justement prier. Côté iranien, la semaine dernière, des milices irakiennes soutenues par l'Iran ont attaqué une base états-uno-irakienne, faisant plusieurs blessés parmi les rangs US. Alors, au cours des derniers mois, la base a été ciblée à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, l'attaque était nettement plus puissante. Donc, quelles sont réellement les intentions de l'Iran et d'Israël? On t'explique tout ça dans cette vidéo. Mais d'abord, je t'invite à liker, à t'abonner et à partager. Pense aussi à activer la petite cloche des notifs si tu veux être prévenu en temps réel de la parution des prochaines vidéos. Et si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et si tu as envie de participer à l'aventure Diplo, je te laisse un lien pour notre plateforme de financement participatif dans la description. Allez, c'est parti. Une attaque imminente ? Si la supériorité militaire d'Israël, couplée à celle des États-Unis, n'est plus à démontrer, il ne faut pas négliger celle de l'Iran pour autant. Déjà, la République islamique abrite le plus grand arsenal de missiles balistiques de tout le Moyen-Orient. On parle de plus de 3000 projectiles, dont certains ont une portée allant jusqu'à 2000 km, ce qui est plus que suffisant pour atteindre le territoire israélien. Pareil en termes de drones. L'arsenal iranien en compte plein, rapide à produire et très bon marché. Leur usage principal, c'est de frapper plein de cibles à la fois et d'exercer une pression psychologique sur la population civile du pays ennemi. D'ailleurs, on constate déjà leur pouvoir de nuisance en Ukraine, vu que l'Iran est un grand pourvoyeur de drones pour la Russie. Après, est-ce que l'Iran compte utiliser cet arsenal pour frapper Israël? Rien n'est moins sûr. Déjà parce que si l'Iran déclenche sa riposte depuis l'étranger, à partir de territoires sous contrôle de ses proxys, genre le Hezbollah au Liban, ça n'entraînera pas la même réaction que si l'attaque était lancée depuis l'Iran. C'est une question purement symbolique. Ensuite, les systèmes défensifs israéliens et alliés auraient moins de temps pour réagir et contrer l'attaque. En avril, la plupart des 330 drones et missiles tirés par l'Iran avaient été interceptés avant même d'avoir pénétré l'espace aérien israélien. Les États-Unis, la France et même la Jordanie et les Émirats arabes unis étaient intervenus pour stopper cette agression. D'ailleurs, la Jordanie a prévenu tout missile qui traverserait son espace aérien, même très brièvement, serait détruit en vol. Ça complique pas mal la tâche de l'Iran, vu que la Jordanie est sur la route vers Israël. 13 avril 2024, l'armée de l'air jordanienne abat des drones iraniens la survolant en direction d'Israël. Sauf que Amman, la capitale jordanienne, doit faire très attention. L'Iran pourrait considérer cette éventuelle intervention jordanienne comme un acte belligérant. En gros, que la Jordanie a choisi le camp d'Israël contre l'Iran. Bref. Concernant la riposte iranienne d'avril, la véritable valeur ajoutée pour l'Iran, c'est d'avoir étudié comment la défense antiaérienne de Tsahal et de ses alliés est entrée en action. 330 drones et missiles ne feront pas l'affaire. Ils auront besoin de beaucoup plus que ça. Genre des milliers de projectiles. Pas sûr que l'Iran soit prêt à sacrifier une partie conséquente de son arsenal dans une attaque aussi vaine. Surtout que l'effet de surprise est très limité. Les renseignements israéliens seront au courant de l'attaque plusieurs heures avant qu'elle ne soit lancée. Et cela grâce aux taupes infiltrées dans le régime iranien, mais aussi à l'imagerie satellite. Le dôme de fer
actif depuis 2011 et cofinancé par Israël et les États-Unis, est déjà activé en permanence. En plus, une partie du territoire israélien a déjà été évacuée, surtout à la frontière avec le Liban. Les autorités ont appelé la population à constituer des réserves d'eau et de vivres pour au moins quelques jours. Et puis, il n'y a pas que le dôme de fer, il y a aussi tous les autres systèmes d'interception de missiles balistiques ou de croisière, genre la Fronde de David ou le système Arrow, dont l'Allemagne a récemment acquis quelques exemplaires au détriment de la proposition française de développer une solution intra-européenne. On t'en parle dans cette vidéo. N'empêche qu'on a déjà pu tester l'efficacité de ces systèmes d'armement défensif. En avril, un missile Arrow a réalisé la toute première interception exo-atmosphérique d'un missile iranien. Bref, pour toutes ces raisons, on ne croit pas trop à une attaque avec des armes conventionnelles de la part de l'Iran. Surtout que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, ça justifierait une intervention militaire israélienne soutenue par les États-Unis, qui sont, je le rappelle, la première puissance militaire au monde. Ça conduirait aussi les pays arabes à devoir choisir leur camp, pas forcément en intervenant directement, mais par exemple en ouvrant ou en fermant leur espace aérien aux différents belligérants. Plein de gens pensent que les installations militaires iraniennes sont protégées des bombardiers israéliens parce qu'elles sont souterraines et donc hors d'atteinte. Et c'est partiellement vrai. Mais l'aviation israélienne n'a pas besoin de détruire les installations militaires, juste les silos qui servent de rampe de lancement qui, eux, ont un accès direct à la surface. Bref, les Iraniens, c'est beaucoup de bluff, mais rien de vraiment insurmontable pour une éventuelle coalition occidentale. Leur arsenal de missiles balistiques est limité et dès son épuisement, l'Iran perdrait toute sa force de dissuasion. Les autorités israéliennes sont aussi très tentées de réaliser une frappe préventive. Seule la diplomatie occidentale les en a dissuadés. Mais tu peux être sûr que les F-35 israéliens font des tours de piste pour s'échauffer. Surtout qu'en face, la résistance iranienne ne sera pas réellement un obstacle, vu qu'elle consiste essentiellement en des systèmes de défense antiaérienne vieillissants et des chasseurs complètement dépassés. L'armée de l'air israélienne dominera l'espace aérien et elle pourra aussi compter sur ses ravitailleurs KC-46 pour mener des attaques furtives loin derrière les lignes ennemies. Or, parmi les cibles que les renseignements israéliens ont réussi à identifier, il y a les installations nucléaires iraniennes. En frappant ces installations, Israël parviendrait à renvoyer le programme nucléaire iranien à l'âge de bronze. Une attaque frontale fera bien plus de dégâts qu'un virus comme Stuxnet ou que des assassinats ciblés comme celui du chef du programme nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, en 2020. Et puis, il faut garder à l'esprit qu'Israël est une puissance nucléaire. Donc, c'est dans l'intérêt de personne que deux pays ennemis possèdent l'arme nucléaire. Surtout si l'un des deux, l'Iran, a juré la destruction de l'autre, Israël. Bref, les Iraniens n'ont aucun intérêt à ramener la guerre sur leur territoire. Ils doivent le sanctuariser, ce qui signifie pas d'opération de grande ampleur depuis leur sol. D'autant plus que la stabilité interne de l'Iran est remise en question. La population civile iranienne a de moins en moins peur du régime, et ce malgré la fréquence infernale des exécutions des manifestants ayant participé à la révolte populaire d'il y a 2 ans, consécutive à la mort de Mahsa Amini pour un voile mal porté. Bref, le régime des ayatollahs aura du mal à gérer à la fois la contestation politique interne et une guerre totale avec Israël. Pareil du point de vue économique, avec des sanctions qui asphyxient le régime et qui se verraient renforcées en cas d'escalade du conflit. D'ailleurs, le nouveau président Massoud Pezeshkian est plus modéré que son prédécesseur Ibrahim Raïssi, mort dans un accident d'hélicoptère en mai dernier. Or, Pezeshkian aurait lui aussi tenté de raisonner le guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei, pour éviter une guerre régionale avec Israël. Voilà toutes les raisons pour lesquelles on pense que l'Iran n'attaquera pas Israël aussi méchamment que les médias tradis l'ont suggéré, sur la base des déclarations de la classe politique iranienne, occidentale et israélienne. Donc, notre pari, à nous, chez Diplo, c'est que l'Iran frappera, parce qu'il le doit, question de street cred, mais via un proxy, genre le Hezbollah libanais ou les rebelles aussi au Yémen. Il y en a même qui ont envisagé la possibilité que l'Iran implique le régime syrien de Bachar el-Assad pour encercler Israël et mener une attaque coordonnée. Finalement, on t'en parlait tout à l'heure, il y a aussi les milices chiites irakiennes qui pourraient s'en prendre aux intérêts occidentaux en Irak. Alors, à quoi ça ressemblerait, une attaque coordonnée? À ça. Terrorisé par la terreur terrifiante, le vrai danger qui guette Israël, c'est pas l'Iran,
mais le Hezbollah libanais. On t'en parlait dans cette vidéo. Cette milice paramilitaire, considérée par de nombreux pays occidentaux comme une organisation terroriste, est l'acteur non étatique le plus puissant et le mieux armé au monde. On parle d'au moins 20 000 soldats d'actifs, entre 20 et 30 000 réservistes et jusqu'à 200 000 missiles et roquettes, quasiment toutes fournies par l'Iran. Et puis, contrairement à d'autres milices, le Hezbollah est très expérimenté. Il s'est battu en Syrie pour maintenir à flot le régime de Bachar al-Assad, mais surtout, il s'est déjà battu contre Tsahal en 82 et en 2006. Même que pour les remercier de leur intervention en Syrie, Bachar al-Assad leur a offert des chars soviétiques T-72, T-54 et T-62, certes un peu âgés, mais pas moins redoutables. Donc oui, une attaque du Hezbollah pourrait faire flancher Israël, même si l'on est quasiment sûr que l'armée israélienne finirait par prendre le dessus. Un autre avantage du Hezbollah par rapport à l'Iran, c'est que l'organisation paramilitaire pourrait pénétrer en territoire israélien pour y mener des opérations éclairs. Leur grand atout, c'est précisément leur proximité avec Israël. Les roquettes tirées par le Hezbollah sont si rapides que Tsahal n'a pas vraiment le temps de les intercepter. Ce qui explique la tuerie de 12 enfants et adolescents dans le village druze de Majdal Shams dans le Golan annexé. L'Iran pourrait donc être tenté d'attaquer avec le Hezbollah, saturant le bouclier antiaérien d'Israël avec un barrage massif de missiles et de roquettes. Un peu comme ce qu'avait fait le Hamas le 7 octobre. Dans ce scénario, les morts israéliens se compteraient par dizaines, voire centaines. Et on ne parle pas de soldats, mais de la population civile. Après, Tsahal réagirait assez rapidement. Les systèmes de défense antiaérienne du Hezbollah, ce sont des MISAG iraniens ou les ZU-23 soviétiques. L'armée israélienne pourrait neutraliser l'immense majorité des capacités offensives du Hezbollah en 24 heures. Et la quasi-totalité en 72 heures, grâce à des frappes de précision. Une fois le terrain dégagé, l'armée israélienne pourrait lancer une nouvelle invasion terrestre, comme elle l'a fait il y a quelques mois à Gaza, ou au Liban en 82 ou en 2006. Elle est là la véritable difficulté pour Israël. C'est pas tant de repousser l'attaque du Hezbollah, mais plutôt de mener deux fronts simultanés, l'un à Gaza et l'autre au Liban. On ignore encore les répercussions d'une telle escalade pour Israël, tant du point de vue de sa stabilité politique interne que pour son économie. Par exemple, les agences Moody's, S&P et plus récemment Fitch ont abaissé la note d'Israël en raison de la guerre à Gaza. C'est pour cette raison qu'Israël n'a pas mené de frappe préventive au Liban. Le pays ne peut tout simplement pas se permettre de multiplier les fronts s'il veut être en mesure d'absorber à la fois le choc politique, économique, militaire et diplomatique de la guerre. Bref, la riposte iranienne est imminente depuis 2 semaines. Une attente interminable. En prévision de l'attaque de l'Iran, les États-Unis et Israël ont annoncé le renforcement de leur coopération militaire. Les États-Unis vendent des armes à Israël pour 20 milliards de dollars. Washington vient d'acter la vente d'avions, d'obus de mortier et de munitions pour tanks pour plus de 20 milliards de dollars à son allié israélien. Mais du coup, elle vient ou pas la riposte iranienne? C'est dur à dire. Washington et les autres chancelleries occidentales ont exercé une telle pression diplomatique sur l'Iran que le régime des ayatollahs a accepté de reconsidérer sa position. Pareil avec les alliés de Téhéran, à savoir Beijing et Moscou. Évidemment, ça s'est fait en soum-soum. L'Iran ne peut pas être vu en train de pactiser avec l'ennemi, d'où ce genre de déclaration un peu provocatrice. L'Iran rejette l'appel des pays occidentaux à renoncer à une attaque contre Israël. Le pays affirme qu'il n'a pas besoin de demander l'autorisation pour mener une attaque ciblée contre l'État hébreu. On dit que l'Iran attendrait la fin des négociations prévues aujourd'hui pour décider de la nature et du timing de leur attaque. Cette manœuvre diplomatique permet de redorer l'image de l'Iran en lui conférant une image de respectabilité. En acceptant de retarder son attaque au profit d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages israéliens, Téhéran se positionne au-dessus de la mêlée. Elle privilégierait l'option de la paix, ce qui est bien entendu parfaitement illusoire. C'est ce qui lui permettrait de sauver la face. On saura très rapidement ce qu'il en est réellement. Compte sur nous pour te tenir informé. Mais pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Encore une fois, si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et si tu veux participer à l'aventure Diplometrix, je te laisse un lien pour notre plateforme de financement participatif dans la description. Allez, à bientôt pour plus de news. Ciao!